Monsieur Philippot, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors d'abord, cette affaire à Pierrefitte-sur-Seine, un adolescent rome qui a été retrouvé, frappé, quasiment à mort. Il est entre la vie et la mort. Il a été enlevé et frappé par des inconnus dans le cadre d'une vengeance privée, dit le procureur. Comment est-ce que vous réagissez à cette affaire ? Je crois que c'est l'un des multiples drames de l'insécurité en France et l'insécurité grandissante, de ce que certains avaient appelé la France orange mécanique, souvenez-vous. Ce genre d'événements, malheureusement, se multiplie dans notre pays, alors qu'on n'était pas habitué à ce niveau de violence en France. Je crois que ça signe l'échec d'une politique, et notamment de la politique du laxisme d'État. Le laxisme d'État partagé par l'UMP et le Parti Socialiste. Quand je vois qu'au moment où il se passe ce genre de drame, et d'autres, tous les jours, il s'en passe, on prévoit la loi Taubira, qui est un signal de laxisme, quoi qu'on en dise. Après la loi Dati sous Nicolas Sarkozy en 2009, qui allait déjà dans le même sens, je crois qu'on va vraiment dans la mauvaise direction et qu'il faudrait lancer un signal très fort. Il faut restaurer l'ordre en France. Alors il faut mettre en place la politique de tolérance zéro. Avec des réactions, notamment du président de la République, François Fressos. Oui, le président de la République dénonce des actes innombrables et injustifiables qui heurtent tous les principes sur lesquels notre République est fondée. Est-ce que vous partagez les termes de cette condamnation ? Oui. Innommable, le président de la République. Innommable, oui, mais qui ne partagerait pas ces termes ? Mais après, il est président de la République. Il a donc les leviers pour agir. Que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va renoncer à la loi Taubira ? Il le faudrait. Est-ce qu'il va lancer une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis des délinquants et des criminels ? Il le faudrait. Est-ce qu'il va lutter contre le communautarisme ? Parce qu'il y a ça, on le sent bien derrière aussi, des relents de guerre communautaire derrière ces affaires-là. Il y avait déjà eu l'affaire à Marseille en septembre 2012, où un campement de Roms avait été attaqué par une cité voisine, etc. etc. Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il est perdu dans un logiciel laxiste, comme ses prédécesseurs de l'UMP d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par guerre communautaire ? Souvenez-vous de ce qui s'était passé à Marseille, où une cité s'en était prise à un campement de Roms et s'était fait justice elle-même. Alors, tout ça, c'est l'horreur, c'est l'inverse de la République française. C'est une société ultra communautarisée qui devient ultra violente et ultra conflictuelle. Est-ce que ce n'est pas des discours aussi communautarisés qui provoquent ça ? Probablement. Oui, quand Manuel Valls parle en permanence de communauté, il excite ça. Quand il parle en permanence de défendre telle ou telle communauté, ce qui est contraire à la République française qui ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, eh bien évidemment, il presse la France, la société française dans un sens communautariste. Vous citez quelle déclaration de Manuel Valls et par rapport à quelle communauté ? Il ne cesse, M. Valls fait partie de ses responsables politiques, il parle de minorité, de communauté, etc. etc. On ne parle pas de communauté musulmane ou autre, on ne parle pas de communauté en France. Pour moi, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et plus on va dans ce genre de discours, et plus on organise le communautarisme, et plus on va vers des drames. Mais vous dites qu'il attise, mais Jean-Marie Le Pen avait dit lui-même, les Roms volent naturellement comme les oiseaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'attiser les choses et de stigmatiser les Roms ? Écoutez, ces propos-là, je crois qu'ils sont passés devant la justice. Bon, voilà. Vous les condamnez, vous ? Je ne suis pas là pour condamner, alors que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas un procureur. Voilà. Je ne suis pas la justice. Non, mais vous en pensez je ne suis pas mes mots. Je ne parle pas comme ça, moi. Mais c'est le mot de Jean-Marie Le Pen et il y a une justice en France. Valls, et il s'en explique. C'est pour ça oui, mais là, s'il a été ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, je veux dire, il est responsable aussi d'une politique, pas Jean-Marie Le Pen. Bon. Mais il est président d'honneur de votre parti, quand même. Non, mais il n'est pas responsable d'une politique, Jean-Marie Le Pen. À ce que je sache, il n'a pas eu les responsabilités, il n'a pas eu les manettes en France. En revanche, le terme stigmatisé, vous voyez, je pense que c'est souvent un moyen d'éviter un débat. Stigmatiser, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Personne ne stigmatise. Nous n'avons jamais stigmatisé les Roms. Nous disons qu'il y a une politique, en revanche, qui crée des problèmes, qu'il y a une multiplication des campements Roms, des bidonvilles même qui reviennent en France. C'est hallucinant, ils avaient disparu depuis 50 ans. Ça, c'est le résultat d'une politique notamment européenne, validée par l'UMP et le PS. C'est l'élargissement à la Roumanie et la Bulgarie. C'est la suppression de toutes les frontières. Et il faut aller contre ça. Il faut que la France retrouve la maîtrise de ses frontières et qu'on cesse d'urgence tout élargissement de l'Union. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'entrée des Roms sur le territoire français ? Il faut interdire l'entrée des Roms s'ils sont clandestins. Oui, normalement, il faut interdire l'entrée de tout clandestin sur le territoire français. Et, après, interdire l'entrée, non, je préfère qu'on maîtrise nos frontières, qu'ils rentrent dans le droit commun d'un pays qui maîtrise ses frontières nationales, qui décide ou pas que telle ou telle personne peut rentrer sur son territoire national, qu'il soit Rome ou pas. Mais effectivement, je pense que la France n'a pas besoin de Roms supplémentaires, n'a pas besoin d'une immigration supplémentaire. Alors l'actualité, c'est aussi le climat social, Frédéric Dumoulin de l'AFP. On vous a assez peu entendu en fait sur le conflit social à la SNCF. Est-ce que c'est une façon de ménager en fait, parce qu'on dit apparemment que les gens qui sont
fortement syndiqués, même à Sud, votent beaucoup Front National. Est-ce que c'est une façon de ménager les grévistes? Non, je crois qu'on n'a pas été beaucoup sollicités, il faut le dire, tout simplement. Marine Le Pen a même fait une vidéo spécialement sur le sujet. Je ne vois pas d'autres responsables politiques, chefs de parti, qui s'est exprimé directement sur ce sujet-là. Là, c'est pas le cas. Si, je crois que si, on en a fait d'ailleurs, on a fait un communiqué, on a fait cette vidéo. Bon, votre proposition voilà, là-dessus. Ce qu'on dit, nous, sur le fond, c'est. Alors, cette question de la grève ne doit pas masquer la réforme de fond. Ce qui se passe est assez grave du point de vue du service public. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? Il faut quand même qu'on aille voir les choses. Il n'y a pas d'abord de réunification RFF-SNCF, contrairement à ce qu'on ne cesse de nous dire, parce que c'est interdit. C'est englobé dans un nouveau... Il y a même en fait 3 structures à la fin. Il y a le nouveau RFF qui est rebaptisé SNCF Infrastructure, je crois. Il y a SNCF Mobilité. Et puis, il y a une holding, SNCF. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 structures au lieu de 2. Donc, il n'y a pas de réunification. Ensuite, il y a la préparation de la libéralisation totale du fait des directives européennes. Pourquoi? Parce que les lignes TGV vont être libéralisées totalement, ouvertes à la concurrence en 2019 et les lignes régionales en 2022. Ça, il faut le savoir aussi. Et ça, vous êtes contre? Nous sommes à fond contre. Vous savez, on l'a fait dans le fret, ça a été une catastrophe pour la SNCF. Si ça fait baisser les prix du transport? C'est l'argument qu'on nous sort à chaque fois. Malheureusement, quand on a fait la libéralisation du gaz et de l'électricité, ça s'est traduit par une explosion des prix pour les consommateurs et pour les usagers, plus 60% pour le gaz et l'électricité depuis la libéralisation. Donc vous dites que les grévistes posent un vrai problème? Non, mais ce que nous disons, c'est que on répond à cette grève et on évite les conflits futurs, parce que même si cette grève s'éteint, on aura dans 6 mois un autre conflit tant qu'on n'aura pas répondu politiquement. Ça veut dire que vous dites comme Thierry Lepant, le patron de la CGT, il faut que le gouvernement s'oppose à ces directives européennes et refuse cette loi. Il faut geler les directives européennes de libéralisation du service public, il faut refuser évidemment cette loi. Le problème de la CGT, c'est que... Il y a un axe CGT... non, mais j'aurais aimé qu'en 2005, lors de la Constitution européenne, le numéro 1 de la CGT, M. Thibault, ne vote pas oui avec le MEDEF. Or, à l'époque, il a voté oui avec le MEDEF. C'est-à-dire que la CGT n'est pas crédible. Retour à la vieille SNCF, on ferme les frontières, c'est ça le... M. Thibault, si, à titre personnel, il avait dit, et vous retrouverez ses déclarations, en 2005, il votait oui à la Constitution européenne, ce qui pose un vrai problème. Excusez-moi, il est quand même numéro 1 de la CGT. Quand le numéro 1 dit je vote pour un traité, c'est pas rien. Il était cheminot. Une question de Françoise. Quand on vous entend, c'est retour à la vieille SNCF, fermeture des frontières, on a une dette qui explose. Vous trouvez que le système actuel marche bien? Excusez-moi, la directive européenne, c'est retour, alors là, 100 ans en arrière, des compagnies privées qui vont se faire la guerre sur le rail français. Ça sera donc plus d'insécurité. On a bien vu ce qui s'est passé en Angleterre. On a bien vu les prémices avec Brétigny-sur-Orge. Quand il y a moins de moyens pour le service public, ça crée des problèmes d'insécurité. C'est la hausse des tarifs, j'en suis persuadé. Et c'est moins de dessertes rurales, moins de dessertes pour nos villes moyennes dans les départements. Parce que c'est ça, la libéralisation aussi. Alors ce que nous disons, c'est qu'il faut un service public moderne, performant, mais un service public. Mais vous dites que la grève doit s'arrêter maintenant, ou bien vous comprenez qu'elle continue? Non, moi je comprends les travailleurs, mais je pense que la solution n'est pas cette grève. Lesquels travailleurs? Les travailleurs qui sont perturbés par la grève ou les travailleurs de la SNCF? Je pense qu'on peut à la fois être usagé, perturbé par une grève, et c'est tout à fait regrettable, et en même temps avoir le souci du service public aussi, le souci de l'intérêt général. Mais je pense que cette grève n'est pas la solution. Mais j'essaie de proposer une solution politique pour éviter que d'autres grèves ne reviennent dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond. Vous ne dites pas comme le gouvernement que cette grève est inadmissible? Non, il n'y a pas de grève inadmissible, ça n'existe pas. Le droit de grève, il existe en France, il est même constitutionnel. Qu'il y ait un service minimum, très bien. Par contre, il faut qu'il y ait un service minimum. Autre problème de cette réforme, parce que je veux quand même aller jusqu'au bout, on met en place, on crée la structure SNCF Mobilité. Eh bien, moi, je vous annonce, c'est à terme, rapidement, la privatisation de la SNCF qui est prévue. Parce que concentrer toutes les activités rentables de la SNCF dans cette structure SNCF Mobilité, c'est permettre la privatisation de la SNCF. Et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas pour le service public français, d'autant que dans le même temps, l'Union européenne vient de déclarer par sa Cour de justice, c'était le 3 avril dernier, que le statut d'EPIC, établissement public industriel et commercial, la SNCF est un EPIC, n'est pas compatible avec le droit de la concurrence européen. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va privatiser la SNCF et on aura tout perdu. Ce mouvement des cheminots en grève, Sudrail et CGT, c'est quoi? C'est un mouvement corporatiste ou c'est un mouvement de salut national? Il y a sûrement des motivations corporatistes pour certains, et ça, il faut les combattre. Et pour d'autres, je pense qu'il y a des motivations de bonne foi, d'intérêt général, et je ne veux pas criminaliser par avance un mouvement social, et surtout je ne veux pas qu'on résume un fait d'actualité simplement à la grève. Le problème de la SNCF en ce moment, c'est d'abord le problème de fond, c'est pas le problème de forme. C'est cette réforme, c'est la libéralisation européenne, et c'est le soutien inconditionnel de l'UMP et du PS à cette réforme de libéralisation. Pas tout à fait, parce qu'il y a certains dirigeants de l'UMP qui disent il faut refuser cette réforme, et à gauche pareil. Vous avez raison, mais vous savez pourquoi? Ils ont ajouté parce qu'elle ne prépare
pas assez l'ouverture totale à la concurrence. Donc en réalité, ils considèrent qu'elle ne va pas assez loin dans la libéralisation. Alors, ça, l'UMP reproche au PS de ne pas être assez l'UMP. Autre conflit, celui des intermittents, Marie-Ève Malouine. Qui menace de bloquer tous les festivals cet été. Alors est-ce que ce mouvement, vous pensez qu'il est juste aussi? Est-ce qu'il faut valider l'accord qui a été négocié par les partenaires sociaux? Alors, nous estimons que les intermittents méritent un traitement spécial, un statut spécial, et qu'il n'y avait pas de raison de faire cet accord, je crois, du 22 mars dernier. Il n'y a pas de raison de tout dynamiter. La réalité, c'est qu'il faudrait lutter contre la fraude. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup profitent de ce statut-là, alors qu'ils ne devraient pas et ne pourraient pas, normalement, en profiter. Des employeurs des employeurs et des salariés qui, par définition, ne devraient pas être intermittents, mais qui bénéficient de ce statut. Quand vous discutez avec les intermittents, c'est ce qu'ils vous expliquent. Nous avons un statut, effectivement ça coûte cher, mais parce qu'il y a beaucoup de fraude. Alors commençons d'abord par lutter contre la fraude, avant de tout dynamiter. Parce que là, on est en train de tout dynamiter. Notamment au niveau des sociétés de production, peut-être? Oui, il y a des employeurs qui utilisent ce statut plus avantageux pour eux, alors que normalement ils ne pourraient pas le faire. Ça s'appelle de la fraude et on doit lutter contre la fraude avant de tout casser. Vous dites au gouvernement il ne faut pas agréer cet accord? Non, nous étions exprimés d'ailleurs à l'époque. Nous sommes contre l'accord global sur l'assurance chômage. Nous sommes contre cet accord concernant le statut des intermittents parce qu'il va précariser encore plus la profession, parce qu'il va aggraver la situation financière, notamment des petites structures. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jacques Lang d'ailleurs sur le sujet. Je vous le dis clairement, ça n'arrive pas souvent, donc là je peux le dire. Je suis assez d'accord avec son analyse sur ce point, mais j'ajoute qu'il faut lutter contre la fraude parce que sinon le système financièrement ne sera pas tenable. Et qu'au final, quand un système n'est pas financièrement tenable, ça se conclut par un dynamitage général. Je ne le souhaite pas. Et là, quand même, il y a un accord qui a été négocié par les partenaires sociaux et signé. Est-ce que le gouvernement doit le valider ou pas? Parce non, que je pense qu'il ne doit pas le valider. C'est l'accord qui saute. On parle de l'accord global sur l'accord chômage. global. Non, je pense qu'il ne faut pas valider cet accord-là, très clairement, concernant les intermittents. Non, vous parlez de l'accord global ou de l'accord des intermittents? Parce que moi, je parle d'abord des intermittents. Alors, on est sur le sujet des intermittents. Donc ça veut dire qu'il faut Après, revoir... on peut regarder précisément telle ou telle mesure dans l'accord global, mais je parle de la question des intermittents. Ça veut dire qu'il faut revoir l'accord sur les intermittents, mais laisser en l'état l'accord sur l'assurance chômage. Oui, non. Laisser les partenaires sociaux se mettre d'accord dessus. Oui, à condition que les partenaires sociaux en France redeviennent, alors là ça nous emmène plus loin, mais redeviennent représentatifs. Voilà, qu'on ne soit pas dans ce mythe d'un dialogue social avec des gens qui représentent 3% des salariés. C'est aussi ça le problème en France. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Il y a des blocages parce que vous avez des syndicats qui ne sont pas suffisamment représentatifs. Vous dites qu'il ne faut pas valider, vous soutenez plus ou moins la grève de la SNCF, c'est quoi vous voulez Non mais on ne soutient pas la grève. Un petit peu quand même. On essaie quand même d'aller, on ne veut pas s'enfermer dans ce débat, est-ce qu'on est pro ou anti-grève, je crois que ça n'a pas de sens. On essaie d'aller sur le fond. Tous les mouvements, on essaie de proposer une solution politique pour que justement il n'y ait plus de grève demain, vous voyez. Donc on est clairement du côté à la fois du service public et des usagers qui peuvent subir la grève. Parce qu'on dit que tant qu'il n'y a pas de résolution politique à tous ces conflits-là, alors la France va les multiplier et va les collectionner. Et moi je ne veux pas que dans 3 ans en France, tout soit bloqué, que la société soit intégralement bloquée ou en grève parce qu'on n'aurait réglé aucun problème politique. Globalement les mêmes positions que le Front de gauche là-dessus. Oui, ça ressemble beaucoup. Jean-Luc Mélenchon. Ça ressemble beaucoup. Écoutez, ça. Vrai. Non, mais c'est marrant parce que nous, on nous dit ça, mais quand un responsable UMP s'exprime, on lui dit jamais j'ai l'impression d'entendre le Parti Socialiste ou inversement. Vous le dites. Mais pourtant, c'est vrai, et c'est infiniment plus vrai parce que Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai pas entendu, moi, premièrement, sur ce sujet-là. Et j'aurais aimé, Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne vote pas le traité de Maastricht en 92, parce que tout était en germe dans le traité de Maastricht en 1992. Sur ces dossiers-là, sur ces dossiers sociaux, sur le climat social, sur les grèves, vous parlez comme Jean-Luc Mélenchon et comme la CGT. Écoutez, la CGT, non, je vous ai expliqué qu'elle n'avait pas la crédibilité suffisante. Plus on sera nombreux à défendre le service public à la française, tant mieux. Moi, je ne suis pas sectaire. Moi, je préfère qu'on forme des majorités pour défendre le service public français. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon aille au fond des choses. Je ne l'ai pas entendu parler du statut des EPIC. Je ne l'ai pas entendu parler des directives européennes. Je ne l'ai pas entendu parler de toutes ces questions-là. Est-ce que vous ne souhaitez pas tout simplement un pourrissement du climat social? Pas du tout. Au contraire, je veux que le climat social soit assaini, je veux qu'il soit le plus apaisé, le plus fructueux, constructif possible. Mais il est évident que si nos gouvernements continuent d'être toujours, droite et gauche confondus, à aller dans la même direction de l'austérité, de la soumission à l'Union européenne, à ne pas écouter le peuple français, alors on ira vers le pourrissement et ils en seront les responsables. Qui est responsable aujourd'hui de la multiplication des mouvements sociaux? C'est d'abord le gouvernement. C'est difficile de mener un dialogue social si vous dites que les syndicats ne sont pas représentatifs.
il faut une réforme du syndicalisme en France. C'est ça la question. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des syndicats qui se sont déconnectés de leur base et des travailleurs français qui représentent 3, 4, 5% à tout casser des travailleurs français et des salariés. Eh bien, il faut l'adhésion obligatoire. Non, mais il faut que nous puissions ouvrir justement le syndicalisme, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus aisé en France de créer un syndicat dit représentatif pour que tous les courants d'opinion puissent s'exprimer. Et que les Français y trouvent leur compte, que les salariés trouvent un intérêt à être syndiqués et à soutenir tel ou tel syndicat. Parce qu'aujourd'hui, ils n'y ont aucun intérêt. Problème de fond aussi des syndicats, et c'est leur responsabilité, c'est qu'ils ont trahi dans les grandes largeurs, depuis des années et des années, les travailleurs français. Quand ils soutiennent l'immigration de masse, ils soutiennent les travailleurs français, ils font le jeu du MEDEF. Qui réclame l'immigration en France pour baisser les salaires? C'est le MEDEF, c'est le grand patronat français et européen. Les salariés, d'ailleurs, les syndicats allemands l'ont compris, eux, ils luttent contre l'immigration. Et puis, en n'ayant aucun discours sur l'Union européenne, voire en validant l'Union européenne, comme par exemple la CFDT, eh bien, ils jouent contre les travailleurs, les ouvriers, les salariés français. Et donc, mais non, c'est pas fermé, c'est maîtrisé. Non mais attendez, les frontières, c'est un concept qui existe dans la plupart des pays du monde. Demander aux États-Unis, au Canada, ça, il y a des frontières. Là, l'Europe, c'est le grand ennemi. Donc, quand on vous écoute, tout est ramené à il faut non, mais moi, je fais la politique, je ne raisonne pas en termes voilà. d'ennemis ou de bouc émissaire, comme ça. Je raisonne en termes de choix et de priorité. Alors, je dis l'Europe, ça ne marche pas, c'est 0% de croissance, c'est la zone qui marche le moins bien dans le monde depuis 10 ans. Il faut se poser des questions. Et les questions, je crois qu'on peut y apporter des réponses. Le protectionnisme intelligent, la maîtrise des frontières économiques, sociales et migratoires, la maîtrise, pas la fermeture. C'est-à-dire qu'on peut au moins pouvoir les maîtriser. Aujourd'hui, on ne peut pas les maîtriser. Et puis, le patriotisme économique et se poser la question de l'euro. Alors, peut-être patriotisme écologique, puisqu'il y a le projet de loi sur la transition énergétique qui est venu en Conseil des ministres aujourd'hui. Ça va dans le bon sens ou pas? Excusez-moi, le projet de loi sur la transition énergétique de Ségolène Royal. Alors... il faut regarder exactement ce qu'il y a dans le détail de ce projet de loi. On va parler par exemple de la réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012, consommation des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, ou encore une part plus importante pour les énergies renouvelables. Est-ce que ça va dans le bon sens? J'ai vu une déclaration intéressante de Ségolène Royal, là, je crois toute récente, où elle nous explique qu'elle semble reculer sur la fermeture de telle ou telle centrale nucléaire. Je pense que, alors le nucléaire, moi je le divinise pas, j'en fais pas une solution magique, mais je dis qu'aujourd'hui c'est probablement ce qu'il y a de mieux et que la France serait stupide de se tirer une balle dans le pied en renonçant au nucléaire, alors que ça assure un peu plus d'indépendance énergétique pour la France et que c'est quand même moins polluant que toutes ces énergies fossiles et c'est surtout plus efficace par exemple que l'éolien qui est quand même particulièrement laid, gênant pour les riverains et qui en plus ne produit quasiment rien en termes d'énergie. C'est ça que je dis. Alors nous allons travailler sur la transition énergétique, nous avons un spécialiste qui nous a rejoint de ce point de vue-là, c'est monsieur Murer, Philippe Murer qui vient de sortir un ouvrage sur la transition justement énergétique et qui va nous expliquer que la question de l'écologie se pose d'abord en termes d'échange. Que la question, c'est de savoir est-ce qu'on continue à aller produire à 10 000 km en Chine et dans d'autres pays pour réimporter en France. Ça occasionne des coûts de transport, ça nous oblige à aller fabriquer dans des pays qui ne respectent aucune norme environnementale, donc ça n'est pas bon pour l'écologie, pour la nature. Ou est-ce qu'on essaie de produire au plus près des lieux de consommation dans notre pays, ce qui fera moins de transport, moins de pollution et plus de respect des normes environnementales. Ça, c'est la vraie écologie. C'est pour ça que vous avez raison de parler de patriotisme écologique. Si vous voulez bien, on va passer des normes environnementales aux normes politiques au sein du Front National. Frédéric Dumoulin. Oui, il y a un mois, vous apparaissiez comme le grand gagnant après les élections européennes. Et là, on a l'impression aujourd'hui que le Front National est plongé dans une crise familiale. Qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques français entre le PS qui ne va pas, l'UMP qui est en déliquescence et le Front National plongé donc dans une crise familiale? Alors, merci de ne pas mettre tout le monde sur le même plan. Le PS et l'UMP, ils ont d'abord un problème de fond. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent dire, ils ne savent plus comment se différencier entre eux. Je pense que d'ailleurs, leurs destins sont liés. La crise de l'un explique aussi la crise de l'autre, parce qu'ils sont en miroir et qu'ils disent la même chose. Je pense que l'UMP, d'ailleurs, n'a plus aucune raison d'être. Moi, je lui propose de se dissoudre à l'UMP, que les choses soient très claires, du fait des affaires, du fait de son incapacité à porter un message politique, des idées différentes de ce que fait au pouvoir le PS et François Hollande sur tous les sujets. Je pense que l'UMP devrait se dissoudre et que ses cadres, principalement, devraient rejoindre soit le PS, soit l'UDI, soit le MoDem. Ils choisiront. Voilà. Non, je veux dire, pour certains, probablement. Mais pour les plus sincères, en tout cas. La droite forte, par exemple. Non, je les crois peu sincères. Je pense qu'ils sont électoralistes. Qui est le plus sincère pour vous, l'UMP? Je sais pas. Moi, j'ai déjà parlé de certains. Un Guénaud, s'il retrouve le sens du gaullisme, il pourra peut-être nous rejoindre. Pourquoi vous êtes devenu un parti gaulliste? Un
parti gaulien, on va dire. Moi, je me considère juin. Gaulliste, et en ce 18 juin, c'est particulièrement important. J'ai toujours été gaulliste, moi. Le parti n'est pas forcément gaulliste, mais le parti d'inspiration gaulienne, comme dirait Marine Le Pen. Anti-gaulliste, on peut le dire. Ça, ce sont d'autres enjeux, d'autres sujets, et c'était il y a 40 ou 45 ans. En tout cas, c'était les amis de Jean-Marie Le Pen quand il a créé le Front National. Oui, mais enfin, remontons à ce qu'était le Parti Socialiste à l'époque. Ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Mais revenons donc au Front National qui, malgré tout, vous parlez de l'UMP et du PS qui sont en crise, mais le Front National a connu également une crise familiale. La différence, c'est que le Front a un programme, projet cohérent, alternatif et solide sur le fond, ce qui le différencie véritablement du PS et de l'UMP. Après, oui, il y a eu cette affaire-là, je ne le nie pas. Quelle est votre interprétation de cette crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie de ces petites zones de turbulence qui peuvent exister dans les partis politiques. Mais Marine Le Pen a mis les points sur les i, je le crois. Et à partir de là, elle a rappelé qu'elle était la présidente du Front National, la candidate naturelle à l'élection présidentielle. Et j'ai vu ce matin la déclaration de Jean-Marie Le Pen que j'ai trouvée assez apaisante. Voilà, je pense qu'il faut... Attendez, donc il n'y a pas de doute, c'est bien elle le chef au Front National. Et je crois que tout le monde en est parfaitement conscient et depuis longtemps, on n'a pas eu besoin de cette petite zone de turbulence pour le savoir, mais elle l'a rappelé. Et si de ce mal, parce que c'était pas agréable, moi j'aime pas les polémiques, j'aime pas les provocations, j'aime pas les petites crises comme ça m'intéresse pas, on perd du temps. Je préfère qu'on parle du fond. Mais si de ce mal a pu sortir un petit bien, c'est-à-dire le fait que nous avons répété certaines valeurs qui étaient les nôtres, certains combats qui étaient les nôtres, tant mieux. Voilà. Petite zone de turbulence ou véritable tournant au sein du Front National et à l'extrême droite? Alors l'extrême droite, non. L'extrême droite en France, ça doit être 0,2%, je crois, des voix. C'est ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur le soir des européennes. Jean-Marie Le Pen dit ce matin, l'extrême ne me fait pas peur. Donc vous n'êtes pas tout à fait plus. Peut-être qu'il parlait des sports de l'extrême ou je sais pas. Je pense qu'il parlait du parti. Je sais pas, l'extrême, ça a plein de définitions. Ah mais voilà, Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors justement, Jean-Marie Le Pen, qui quand même est le fondateur. Mais je crois qu'il lui avait lui-même déjà plusieurs fois dénoncé l'étiquette extrême droite. Et c'est quand même le fondateur du Front National et aujourd'hui il dit que Marine Le Pen a tort de vouloir chercher la bienveillance des autres partis. Du système et qu'elle signe sa perte en voulant un peu, finalement se banaliser. Et accéder au pouvoir, en gros. Son terme, c'est sa fatigue. Moi, je regarde les résultats. Depuis que Marine Le Pen a été élue sur une ligne claire au congrès de Tours en 2011 par les adhérents, très majoritairement, elle a déployé une stratégie, un programme, des orientations programmatiques, et ça fonctionne. Et les Français adhèrent. Il suffit de voir les successions de succès électoraux, cantonales, enfin régionales en 2010, cantonales 2011, présidentielles, législatives, municipales, les partielles. Et bien évidemment les européennes, nous avons fait 25%, premier parti de France. Donc je veux dire, à partir de là, Marine Le Pen est en train de transformer le Front National en machine à rassembler et machine à gagner, et sa stratégie est totalement validée par les faits. Ça fait dire un petit peu et veut ne plus être différente. C'est ce que dit Jean-Marie Le Pen, qui a quand même eu des analyses toujours assez pertinentes. Oui, mais ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Enfin, je me souviens qu'il parlait du front gentil et ça. C'est-à-dire qu'il y a deux lignes au sein du parti. Oui, mais je vois pas. Si vous voulez, moi, vous savez, quand vous considérez que la France a un avenir, rien que considérer ça et se battre pour ça, ça nous différencie des autres, et c'est lutter contre la pensée unique et la bien-pensance. Parce que les autres considèrent que la France est terminée. Mais est-ce que vous diriez justement que cet épisode, de cette brouille familiale, est-ce que c'est vraiment le départ définitif de Jean-Marie Le Pen? En fait, la page n'a pas été complètement tournée quand Marine Le Pen a accédé au Front National. Est-ce que là, c'est vraiment la fin d'un chapitre au Front National? Non, mais une page a été tournée très clairement, c'était la présidence du Front. Et du Rassemblement Bleu-Marine. Est-ce que la page n'est pas tournée là maintenant? Mais il n'est pas question de tourner la page Jean-Marie Le Pen ou quoi que ce soit. Je pense que ça n'a pas de sens. La page de la présidence du Front et du RBM a été tournée par l'élection des adhérents. Pareil pour le candidat à la présidentielle, et tout le monde le sait. Jean-Marie Le Pen, il s'est présenté aux européennes, il a fait plus de 28% des voix, largement en tête dans sa circonscription sud-est. Donc je veux dire, ça ce sont les électeurs qui en décident aussi. Mais vous dites, c'est eux qui le mettront à la retraite ou pas, ce sont les électeurs français. Vous dites on ne tourne pas la page de Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen, il pose un débat de fond. Il conteste complètement la ligne de sa fille. Non, il dit honnêtement, j'ai lu vraiment, j'essaie d'être objectif. J'ai lu ce qu'il a dit. Il conteste pas totalement la ligne de sa fille. Moi, je le vois en bureau politique, en bureau exécutif. Il n'est pas du tout dans la contestation de sa ligne. Il ne l'a jamais voulu, le pouvoir, Jean-Marie Le Pen. Je sais pas, ça, il faut lui demander. Mais il le dit, il l'a dit et redit. Ah, il l'a redit. Bon, peut-être. Mais ça me paraît. Donc c'est bien une divergence énorme. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que je suis en 2014, je suis pas en 72. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est 2014, 2020, 2025. Vous êtes 2017 même. C'est intéressant. Entre temps, si on tient jusque là, on verra. Enfin, si Hollande tient jusque là, pas nous. Eh bien, évidemment, notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir, pas simplement pour le pouvoir, mais pour pouvoir changer les choses.
Quand vous dites si Et Hollande ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas jusque-là, une ambiguïté là-dessus et qu'on fait tout pour y arriver. C'est pour ça que je dis que Marine Le Pen est en train de transformer le front en machine à rassembler les patriotes de gauche et de droite et à gagner. Quand vous dites si Hollande tient jusque-là, ça veut dire que vous pensez qu'il n'irait pas au bout de son mandat? Et qu'est-ce qu'il va faire François Hollande là, avec 12% de popularité, 3% des Français qui souhaitent qu'il se représente en 2017? Quelle assise populaire a-t-il pour faire la moindre réforme? Quelle légitimité lui reste-t-il? Qu'est-ce qui doit se passer alors? Il devrait Au moins, démissionner. non, mais qu'il fasse la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est prévu par notre Constitution, Mais par la nos dissolution institutions. le laisse toujours là. de Ça fait. Oui, C'est ça, il y aurait une autre majorité, et j'espère une majorité patriote, une majorité bleu-marine, et qui permettrait de faire des réformes, je peux vous dire, totalement différentes que l'espèce de soupe que la Cour des comptes nous a encore rappelé dans son rapport, l'austérité, la soumission au dogme de Bruxelles, etc., qui ne mène à rien. Mais je ne vois pas ce que François Hollande peut faire encore pendant 3 ans. Est-ce qu'il pense à lui ou est-ce qu'il pense à la France? J'espère qu'il pense à la Sur ce que France. vous appelez la majorité bleu-marine et le Front National et Marine Le Pen. Justement, on va Frédéric revenir 2 Moulin. petites secondes encore sur ce que vous disiez sur cette brouille entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. À cette occasion, plusieurs responsables de politique de droite comme de gauche ont dit Marine Le Pen doit montrer que véritablement, puisqu'elle affirme qu'elle a changé, elle doit montrer, en se débarrassant de certaines personnes qui sont dans son entourage. Xavier Bertrand a cité notamment Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, et qui est proche d'Alain Soral et Dieudonné. Vous leur répondez quoi Xavier Bertrand? Mais qui nous donne des leçons de morale? L'UMP? Le PS? Harlem Désir? Ils sont en train de faire le ménage, là, M. à l'UMP. Fabius, je sais pas, M. Sarkozy va nous donner des leçons de morale bientôt. On n'a pas de leçons de morale à recevoir de ces gens-là, qui s'occupent de leurs affaires. Xavier Bertrand n'a pas de problème à régler à l'UMP? Il n'y a pas de problème de morale publique à régler à l'UMP avec l'affaire Big Malion, etc. Ils sont en train de faire le ménage, là. Ils sont en train de faire le ménage. Oui. Mais écoutez, où est-ce qu'ils font le ménage? C'est la justice qui va faire le ménage. c'est- Et ce sont les Français qui vont faire le ménage dans les urnes, mais eux, ils font pas le ménage Sur du le tout. Front National. Et je crois que ce sont des affaires gravissimes. La question demeure, est-ce que la présence de Frédéric Chatillon demeure Mais il n'est pas au front, souhaitable il n'est pas dirigeant du front. dans l'entourage? Il est proche. Il est prestataire de service et il connaît Marine Le Pen depuis, je sais pas, 30 ans ou je ne sais quoi. Comme Marie Donc- Herbet, pareil. Moi, je la connais pas, alors. Je veux dire. Mais Marine Et Le Pen, elle donc connaît c'est bien. pas Non, je crois qu'il y avait contradictoire une avec cette brouille. Enfin ligne bon, en tout cas, politique. c'est pas les dirigeants du front, les personnes que vous me citez. Vous voyez, donc C'est pas contradictoire. non, mais ces gens-là n'ont aucune influence sur la ligne politique du Front National, ne sont pas du tout au bureau politique, au bureau exécutif, ne sont pas dirigeants du Front, ne sont pas cadres du Front, ne sont pas des élus, etc. du Front. Donc je veux dire, on parle de rien là. Et encore une fois, Xavier Bertrand et tous ceux qui se font professeurs de morale au PS et à l'UMP feraient bien de regarder la poutre dans leur œil et feraient bien de regarder ce qui se passe chez eux parce que c'est pas beau à voir et la politique qu'ils font subir à la France et aux Français n'est pas belle à voir non plus. Certaines mauvaises langues, y compris au Front National, disent que justement Alain Soral, qui est très dur avec tous les dirigeants du Front actuel, Marine Le Pen en tête, est assez gentil avec vous, puisqu'il reprend sur son site vos articles sur égalité et réconciliation, il reprend vos articles. Ça vous embête ce soutien ou Mais il n'y a pas de soutien. Moi je suis Non, pas mais là pour il est dur parler. avec tout le monde, mais pas avec vous. Non, il n'y a pas de convergence. Je sais que vous avez un problème, un contentieux personnel. Bon, bah réglez-le. Pas du tout, mais là, on Si, parle si, pas vous de- avez un contentieux personnel. Mais réglez-le. Là, je veux dire. Non, mais on a. Moi, je suis pas là. Non, je suis pas de. Moi, je suis pas là. Moi, tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui me reprennent. Il y a des gens qui me reprennent, des gens qui me reprennent pas, qui reprennent Marine Le Pen, qui la on voit reprennent qu'il est pas. très dur, par exemple, avec Marine Le Pen et avec vous, non. Et on n'arrive pas à comprendre la différence, en fait. Je sais pas s'il est très dur. Il faut regarder dans le détail pour savoir ça. Je ne sais pas. Voilà. Alors, on en vient, puisque vous parliez de l'UMP et du PS, on en vient aux affaires peut-être de l'UMP et de Big Malion, avec une première question de Marie-Ève Malouine. Oui, vous dénoncez quand même les affaires. On va rester un petit peu quand même sur le Front National, puisque Jean-Marie Le Pen lui-même est visé par une enquête préliminaire portant sur son patrimoine. C'est la Commission pour la transparence financière sur la vie politique, donc une instance indépendante, qui juge suspect son enrichissement personnel qu'elle évalue à 1,127 million d'euros entre 2004 et 2009. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça le concerne lui personnellement? Ça touche pas le parti? Oui, je crois que ça le concerne personnellement. Je crois d'ailleurs qu'il s'est expliqué sur le sujet. C'est pas tout à fait récent. On a appris ça en février dernier. Et ça fera comme beaucoup d'enquêtes ouvertes sur le front. Vous savez, la stratégie, c'est on ouvre plein d'enquêtes. Comme ça fait plein d'articles dans la presse. Puis après, au bout, et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien. Voilà. Et ça, on en parle moins dans la presse. Non, mais vous n'avez pas peur, justement, puisque les gens disent souvent le tous pourri, qu'ils mettent le Front National aussi dedans, du coup? Non, mais Jean-Marie Le Pen répondra à cette question-là où il y a déjà répondu, je crois. Voilà, je pense qu'il n'y a absolument rien, que ça fera pchit comme d'habitude. Et c'est sans commune mesure par rapport aux... Vous voyez, au front, il y a toujours des... Au front, on ouvre les enquêtes, puis il n'y a rien. Dans les autres parties... C'est ce que disent beaucoup Nicolas Sarkozy, citez-moi les Jacques affaires Chirac, qui ont abouti voilà. ces dernières années. Mais Moi, je peux vous en... Des questions comme ça, j'en ai eu en 2 ans et demi, j'en ai eu.
tous les 2 mois. On a ouvert une enquête sur ça, on a ouvert une enquête sur ça, on a ouvert une enquête, et puis au final, il n'y avait jamais rien. Mais c'est pareil pour Nicolas Sarkozy, aucune enquête n'a jamais abouti pour l'instant. L'histoire de Marine Le Pen a gagné contre SOS Racisme sur l'histoire du bal de Vienne. Non, mais là, est-ce que ça fait les gros titres comme ça avait fait les gros titres il y a 2 ans en expliquant que Marine Le Pen était épouvantable? On est sur des affaires financières, c'est pas la même chose. Non, mais d'accord. Écoutez, il répondra, c'est l'affaire de Jean-Marie Le Pen. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a rien et qu'il s'en est déjà d'ailleurs expliqué. Et voilà. Mais allons jusqu'au bout de cette affaire et on verra que ça se dégonflera comme d'habitude. Alors l'UMP, qu'est-ce que vous inspire les dernières révélations de la presse, Mediapart, le Canard enchaîné, concernant Big Malion, donc a priori au centre d'un véritable système de fausses factures et de surfacturation? On parlerait même de 17 millions d'euros et non plus 11 millions d'euros, mais je pense que c'est une affaire déjà très grave, qu'il est évident que Nicolas Sarkozy ne pouvait être qu'au courant en tant que candidat à la présidentielle. Pourquoi vous dites ça? Enfin, écoutez, il avait déjà 30 ans d'expérience politique, candidat à la présidentielle, président sortant, et il ne suivait pas du tout l'évolution de ses comptes de campagne, il ne savait pas du tout à 10 millions près à combien il en était. C'est impossible, c'est juste impossible, et je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Une précision là-dessus. Vous avez travaillé avec Marine LePen pendant la campagne présidentielle. Est-ce qu'elle était au courant de tout ce qui se passait au niveau financier dans le cadre de sa campagne? Marine Le Pen, elle suivait tout cela. Vous savez, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. On a fait une campagne, je crois, à moins de 9 millions d'euros. Mais elle suivait tout. Monsieur Lavrieux nous expliquait on ne peut pas faire une présidentielle à moins de 22 millions d'euros. C'est faux. Eh bien, impossible. Il est impossible de faire une campagne à moins de 22 millions d'euros. J'ai envie de lui dire, venez faire un stage au Front National, on va vous expliquer comment on fait une campagne à 9 millions d'euros. Voilà, moins de la moitié. La question, Marine Le Pen, donc, savait tout ce qui se passait au niveau des finances de sa campagne? Peut-être pas au centime près, à l'instant T, à la minute près, mais bien sûr qu'elle s'en inquiétait. C'est normal, c'est sa responsabilité de candidate. Nicolas Sarkozy devait être au courant de tout. Évidemment, enfin écoutez. Et ça le discrédite, mais ça le discrédite politiquement définitivement cette affaire-là parce qu'il y a eu tricherie dans l'élection présidentielle, il y a eu une rupture d'égalité entre les candidats et c'est quand même très grave. Mais je pense qu'il était déjà discrédité politiquement avant. Le problème est de fond aussi bien pour Nicolas Sarkozy que pour l'UMP. Nicolas Sarkozy a tellement menti aux Français, les a tellement trompés et il l'a refait une dernière fois dans une ultime tentative désespérée avec sa tribune 3 jours avant les européennes, nous expliquant qu'il fallait réformer Schengen, voire sortir de Schengen, retrouver de la souveraineté nationale, alors qu'il a fait précisément l'inverse pendant 10 ans qu'il était au pouvoir comme ministre de l'Intérieur, puis comme président de la République, ça n'était pas crédible. Quant à l'UMP, je vous l'ai dit, moi je pense que ce parti n'a plus de raison d'être et que son avenir devrait être dans une espèce de dissolution. Il n'y a pas besoin d'avoir une équipe des roses, une équipe des bleus qui font semblant, donc le PS et l'UMP, qui font semblant de s'écharper alors qu'ils jouent le même match avec les mêmes règles du jeu et qui sont d'accord sur tout et qui sont obligés de surjouer le côté politicien parce qu'ils n'ont rien à dire sur le fond pour s'opposer. Si voilà. On va rester quelques instants sur ce que vous appelez l'équipe des bleus, Marie-Ève Malouine. Oui, Jérôme Lavrieux, qui supervisait la campagne de Nicolas Sarkozy, dit que ni Nicolas Sarkozy ni Jean-François Copé n'étaient au courant. Donc vous ne le croyez pas et pour vous ça empêche quand même Nicolas Sarkozy de devenir président de l'UMP puisqu'il envisage de l'être. S'il n'était pas au courant, c'est quand même gravissime aussi. Et si les militants votent pour lui, si les candidats et les militants votent pour lui, Cahuzac, personne n'était au courant. Et si Cahuzac a démissionné, Jérôme Cahuzac a démissionné, mais si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de l'UMP et que les militants UMP le choisissent comme président, eh ben, ce sera très bien pour nous. C'est très bien pour nous, parce que je pense que c'est un très mauvais candidat pour l'UMP. Au-delà des affaires, bon déjà il aura ses casseroles des affaires, il n'y a pas que celle-là d'ailleurs qui reste, il y en a d'autres encore qui arrivent. Et puis surtout, il est discrédité politiquement. Et les Français n'en veulent plus, ils ont tourné la page de Nicolas Sarkozy, je crois qu'il n'y a plus que lui qui ne le sait pas. Pourtant à l'UMP, le discours c'est de dire que Nicolas Sarkozy est celui qui a réussi à réduire le Front National. En 2012 En 2007 En 2007, sur un mensonge Entre énorme. 2007 et 2012. Sur un mensonge énorme. Enfin, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec Nicolas Sarkozy, mais entre 2007 et 2012, nous avons fait à chaque élection notre meilleur score historique, quasiment, je veux dire, à partir des cantonales en tout cas, puis présidentielles, et ensuite législatives. Pour le Front National et pour Marine Le Pen. Même cet argument-là ne tient pas, mais je pense que, et si c'est ça leur seul argument, c'est-à-dire qu'on est complètement au centre des débats. J'ai même vu que maintenant ils faisaient des sondages pour déterminer les primaires UMPS face à Marine Le Pen. Qui serait le meilleur candidat face à Marine Le Pen? Alors ils nous mettent des socialistes et des UMP et ils essaient de voir lequel. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de faire leur primaire entre eux. Donc c'est pour ça que l'UMP n'a pas de raison d'être. Qu'ils fusionnent, qu'ils fassent un parti commun, ça clarifiera de beaucoup le paysage politique français et les vrais enjeux. Si on vous écoute bien, en fait, le meilleur candidat, enfin pour vous, c'est Dupin-Aignan, Nicolas Sarkozy en 2017 pour Marine Le Pen. Je pense que ça n'est pas un bon candidat pour son camp. Il nous refera son petit numéro. Promis demain, je ferai la protection. Vous ne devriez pas le
dire, on maîtrisera les frontières, on vous redonnera la parole, je ferai des référendums alors qu'il en a fait 0 pendant tout son mandat, qu'il a même annulé celui sur la Constitution européenne. Vous à le choisir alors. Mais non, mais c'est leurs affaires. Qui s'occupent de leurs affaires. Mais tout le monde sait déjà ce que dira Nicolas Sarkozy. Il va en fumer. Demain, je vais réduire l'immigration alors qu'il a fait l'inverse, qu'il a fait 200 000 entrées légales par an. Demain, je ferai moins de laxisme alors qu'il a fait la loi Dati, qui était les prémices de la loi Taubira, etc. Donc, je veux dire, très bien. Ou alors, il changera complètement de tactique politique. Il nous fera un retour chiraco-baladurien. Et là, il finira à 12%. Ça veut dire que pour vous, François Hollande est un candidat plus dangereux face à Marine Le Pen que Nicolas Sarkozy? François Hollande. Ouais. François Hollande, écoutez, je pâtirais sur une ambulance, quoi. Comment vous voyez la prochaine présidentielle? N'a pas de, je pense que c'est complètement, n'a aucun avenir politique. Juste sur l'UMP, comment François vous Hollande n'a voyez aucun avenir politique, vous dites? Bon, écoutez, François Hollande, ça fait 2 ans qu'il est président de la République. Vous avez vu dans quel état le pays se trouve. Vous avez vu son niveau d'autorité, ce qui lui reste, son niveau de crédibilité, de légitimité, d'assise populaire, confère les élections, confère les sondages. On disait la même chose de François Mitterrand en 83, hein, donc ça peut se retourner aussi. Oui, mais je pense que déjà la situation me paraît beaucoup plus grave qu'en 83, la situation de la France. Je pense que la France n'a plus les manettes qu'elle avait en 83. Encore à l'époque, on pouvait agir sur le levier commercial avec les frontières, sur le levier monétaire. On avait encore une monnaie nationale indépendante jusqu'au franc fort, hein, jusqu'à la préparation de l'euro. On avait le levier de la souveraineté nationale, du budget. Aujourd'hui, nous sommes sous tutelle budgétaire de l'Union européenne. Donc déjà, il y a moins de leviers. Et puis je pense que peut-être que François Hollande n'a pas l'esprit Nicolas Sarkozy est un mauvais candidat de pour son camp. Mitterrand. Nicolas Sarkozy est un mauvais candidat pour son camp. François Hollande n'a aucun avenir politique. Donc Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2017. Non, bien sûr que non. C'est tout à fait possible. possible. Alors, c'est tout à fait possible. C'est un boulevard pour vous donc. Mais si on vous écoute. Écoutez, nous sommes aujourd'hui premier parti de France. Nous allons continuer de travailler, et de convaincre et de réunir les Français. Mais c'est aux Français d'en décider. Mais vous me posez des questions sur quelques personnalités, je vous dis que ces personnalités me semblent discréditées. C'est pour ça que je dis qu'elles ne sont pas, à mon sens, à mon avis, de bons candidats pour leur camp. Et qui serait un bon candidat alors pour le camp de la gauche et pour le camp de la droite? Je sais pas, je vais pas leur donner. Je suis pas là pour les aider. Vous connaissez bien la gauche puisque vous emmenez. Bon, je venais de. Enfin, j'ai fait la campagne de Chevènement en 2002. Ouais. Oui. J'en ai pas honte. Hein. Vous regrettez cette époque? Ah, pas du tout. Vous en avez la nostalgie? Ah non, je regrette ce qu'est devenu aujourd'hui Jean-Pierre Chevènement et son manque de courage politique. Et mais ce que disait Jean-Pierre Chevènement à l'époque, et d'ailleurs à l'époque il refusait de se placer dans le clivage gauche-droite, hein, je vous le rappelle, il disait il y a la République au-dessus de la gauche et de la droite, et me semble très proche de ce que nous disons aujourd'hui. Voilà, il y a des points communs entre Chevènement et Marine Le Pen? Je pense qu'il y a la défense de la souveraineté nationale, de valeurs républicaines comme la laïcité, la défense d'une certaine grandeur de la France, d'une certaine conception des relations internationales, où la France a sa voix normalement, qui doit porter, qui doit être originale par rapport à Washington. C'est l'inverse en gros de la diplomatie sarko-hollandienne ou hollando-sarkozyste. Marie-Ève Malouet. Et au sein du MP, est-ce qu'il y a des gens qui ont des discours intéressants? Par exemple, la droite forte, est-ce qu'il pourrait évoluer dans le bon sens d'après vous? Non, je pense que là, pour le coup, vous savez, la droite forte. Alors avant, ça s'appelait la droite... Enfin, c'est pas la même chose, mais il y a eu la droite populaire, qui existe encore un peu. C'est un peu la même chose. Et à gauche, maintenant, ça s'appelle les frondeurs. Pour moi, c'est le symétrique. Hein. Tout ça, ce sont des enfumeurs. Voilà. Ils sont pilotés, ils existent, ils sont créés pour enfumer l'opinion publique en faisant croire qu'il y a à l'intérieur du mouvement une espèce de dissidence qui permettrait donc de capter quelques électeurs qui seraient tentés par le Front National. Bien, je crois que ça n'est pas crédible et qu'il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique derrière ces mouvements-là. Voilà. Je pense que, d'ailleurs, ils s'effondrent d'eux-mêmes. La droite populaire n'existe quasiment plus parce que le côté mensonger de sa publicité a été démontré. Je pense que c'est la même chose pour la droite forte. Voilà, c'est du marketing, tout cela. Les frondeurs, c'est du marketing. Oui, les frondeurs du PS, s'ils sont sincères, soit ils quittent le PS, soit ils votent contre le budget. La seule opposition, c'est le Front National. C'est ça que vous voulez dire? Le reste, ça n'existe pas. Non, je dis qu'il y a un système cohérent qui mène une politique très semblable d'un mandat à l'autre. C'est l'UMP, c'est le PS, ce sont leurs satellites, Modem, UDI et Vert. Et il y a une opposition patriote qui propose, elle, la voie de la souveraineté, la voie de la maîtrise des frontières, la voie de la France, qui considère que la France a un avenir,
Et c'est le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, même plus largement. Il peut y avoir d'autres oppositions. Il y a des gens qui peuvent considérer que la solution en France demain, c'est de faire la révolution prolétarienne. Ça peut être une autre opposition, mais je considère que ce n'est pas la solution. Puisque vous parlez du Rassemblement Bleu Marine, peut-être une question de Frédéric sur le Rassemblement Bleu Marine, ou qui ressemblerait au Rassemblement Bleu Marine au niveau européen, au niveau du Parlement européen. Au-delà des frontières, donc là, au niveau de l'Europe, est-ce que ça avance bien, vos négociations avec les partis frères, on va dire, des autres pays? Comment est-ce que vous pensez pouvoir constituer un groupe? On le saura normalement la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je ne suis pas, moi, au plus près des négociations. Marine Le Pen s'en charge. Mais ça avance, oui. Je vous aurai une réponse rapidement, parce que je crois qu'on communiquera vers le 24 ou 25 juin. Non, j'ai pas d'informations comme quoi ça bloque. Ça risque d'être compliqué ou pas? Mais c'est pas forcément évident, mais ça on le dit depuis le départ. J'espère qu'on aura un groupe, parce que ça permet d'avoir plus de caisses de résonance, plus de prérogatives. Plus de moyens aussi. Plus de moyens, mais comme les autres groupes, c'est pas que pour nous. Mais en même temps, si on n'en a pas, on n'en a pas. On votera quand même dans le sens de l'intérêt de la France et des Français, et on pourra même former des majorités de circonstances, je l'espère, contre le traité transatlantique, par exemple, qui arrive, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, qui serait une catastrophe totale, ou contre les futurs élargissements de l'Union européenne vers les Balkans ou vers la Turquie. Et pourquoi Marine Le Pen fait peur comme ça? Marine Le Pen ne fait pas peur. Au niveau du Parlement européen, puisque le groupe a du mal à se constituer. S'il reste des scories de diabolisation, parce que c'est dans les pays plus éloignés, donc il faut le temps que ça arrive, que la dédiabolisation arrive, qu'elle passe les frontières et les kilomètres, eh bien, ça nous devrait le convaincre et d'expliquer. Mais je pense qu'honnêtement, c'est vraiment en bonne voie et que beaucoup de patriotes dans leur pays, en Europe, mais aussi ailleurs, parce que la France, pour moi, n'a pas le nez sur le guidon de Bruxelles, c'est insupportable, on parle que de l'Europe, mais je veux dire, la France est une puissance mondiale, qui a le deuxième espace maritime du monde, et ça on le dit pas assez. Eh bien, beaucoup de peuples dans le monde regardent ce qui se passe en France avec intérêt, parce qu'ils se disent, la France va, comme d'habitude dans son histoire, nous montrer le chemin. Françoise Fressos, dernière question. Avant la présidentielle de 2017, il y a un congrès. Est-ce qu'il faut changer le nom du parti et est-ce qu'il faut encore faire évoluer la doctrine ? La question du nom du parti, c'est une question qui n'est pas taboue, on l'a déjà dit. Elle peut se poser un jour, mais ce n'est pas une question d'actualité. Sur la doctrine du parti, non, elle me semble totalement d'abord cohérente, donc il n'y a pas de raison d'en changer. Et aussi bien sur l'école, l'économie, l'Europe, les relations internationales, la sécurité, l'immigration, la laïcité, tout ça me semble extrêmement cohérent. Le retour de la démocratie par des référendums, un référendum d'initiative populaire créé en France, un vrai, et en même temps, elle me semble validée par les urnes et par les électeurs, donc il n'y a aucune raison non plus d'en changer. Merci Florian Philippot, c'est donc la